Hello! Alors, on continue aujourd'hui pour la liste des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux indestructibles Sharks de San Jose. Alors, les Sharks de San Jose, c'est peut-être une des équipes qui est les plus tenaces en saison régulière, mais qui généralement a plus de difficultés en séries éliminatoires. Quoique dans les dernières années, je pense que ça fait comme une fois comme 3 ou 4 ans qu'ils s'étaient rendus en finale. Mais il reste que de manière générale, c'est une équipe qui donne l'impression d'être bâtie pour les séries. Puis finalement, tu te dis peut-être pas tant que ça finalement. Alors, au cours des dernières années, les Sharks de San Jose en 2016-2017 avaient accumulé 99 points. Ils ont été éliminés en première ronde. En 2017-2018, ils avaient accumulé 100 points éliminés en deuxième ronde. Et puis là, l'année passée, 101 points et éliminés en troisième ronde, soit en finale de l'Ouest. Les Sharks de San Jose, honnêtement, là, ça a été un été pénible. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Entre autres, on compte Joe Pavelski. Joe Pavelski, là, c'est pas un 2 de pique. C'est un joueur qui avait joué toute sa carrière là-bas, qui avait un rôle super important dans cette attaque-là, en termes de leadership également. C'était lui qui était le meilleur marqueur de l'équipe. C'était lui qui était l'avant le plus utilisé, donc avec le plus de minutes par match. C'était vraiment un pilier de cette attaque-là. Et lui, il a décidé qu'il s'en allait à Dallas. Par la suite, on a eu d'autres départs aussi. Donskoy qui est parti, Nunquist qui est parti, Ryan qui est parti, Brown qui est parti. Donc là-dedans, il y a des joueurs de centre puis des défenseurs. Ça fait des trous, mais en même temps, ça fait de la place. Maintenant, une particularité que les Sharks ont, c'est que leurs jeunes prennent du temps à se développer, parce que c'est généralement pas vraiment des choix de première ronde, mais ils finissent par se développer et éventuellement atteindre la Ligue nationale. Alors là, on va commencer avec le récapitulatif de l'année passée. L'année passée, les Sharks de San Jose, c'est 46 victoires, 27 défaites, 9 défaites en prolongation pour 101 points. Une moyenne de buts marqués par match de 3,52. C'est rien de moins que la deuxième meilleure attaque de tout la LNH derrière le Lightning de Tampa Bay. Et par la suite, une moyenne de buts accordés de 3,15. Ça, c'est la 21e meilleure défensive. Fait qu'on est pas mal dans les pires défensives de la Ligue. En avantage numérique, on est à 23,6%, ce qui nous donne le 6e rang de la Ligue. Et en désavantage numérique, 80,8%, le 15e rang dans la Ligue. Alors là, normalement, on dit que c'est la défense qui gagne les championnats. On a clairement un problème au niveau défensif. Et ce problème-là émane en grande partie du fait que on a des défenseurs qui sont mobiles, mais qui sont peut-être pas toujours excellents défensivement. Je pense entre autres à Carlson qui fait beaucoup d'erreurs défensivement. Burns aussi qui n'est pas excellent défensivement. Et sinon, les gardiens. Les gardiens ont eu beaucoup de difficultés l'année passée. Puis il n'y a comme rien qui s'est amélioré à ce niveau-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est un point faible, mais qui peut peut-être devenir un point fort, tout dépendamment comment Martin Jones va sortir de là. Donc, l'année passée, les Sharks de San Jose, en début de saison, ils ont eu plus de difficultés, mais ils sont dressés quand même assez rapidement. Première moitié de saison, c'est 21 victoires, 49 défaites, quatrième rang dans l'Ouest. Deuxième moitié de saison, 25 victoires, 52 points, troisième rang dans l'Ouest. Au final, ils vont avoir terminé deuxième dans la conférence et sixième dans la Ligue. Excellent. Excellent, excellent. C'est pas une équipe parfaite, mais c'est une équipe qui est clairement très forte au niveau offensif et qui a des faiblesses au niveau défensif. Le meilleur en termes de buts l'année passée, c'était Joe Pavelski avec 38 buts. Il ne fait plus partie de cette équipe-là. Le meilleur en termes de points aurait été Brent Burns avec 83 points. Et le meilleur défenseur, bien entendu, Brent Burns avec 83 points, un différentiel plus-moins de plus 13. Une chose qu'on doit mentionner, c'est que Erik Karlsson a été blessé une grosse partie de la saison. La santé de Karlsson est quelque chose qui inquiète beaucoup. L'année passée, il a joué seulement 53 matchs sur les 82, puis il a manqué dans la fin de saison 17 des 18 matchs de la saison, et entre autres, il a manqué le dernier match que les Sharks ont joué en série. Donc, il a joué blessé pendant tous les playoffs. Fait que sa santé à lui, elle est très à risque. Et ça, c'est un point d'interrogation qu'on a pour l'année prochaine concernant les Sharks de San Jose. Maintenant, une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que les Sharks de San Jose sont la seule équipe à avoir eu un total de 8 joueurs qui ont atteint le cap des 50 points. Pour vous dire à quel point leur attaque a été prolifique, il y a 8 joueurs qui ont eu 50 points ou plus l'année passée dans cette organisation-là. Ce qui est immense, vraiment immense. Maintenant, un autre point qui est intéressant, c'est que dans ce lot des 8-là, il y a 3 joueurs, donc Thomas Hertel, Timo Meier et Kevin Labanc, qui sont âgés de 25 ans ou moins. Donc, qui font partie quand même de la relève de cette équipe-là. Fait que c'est vraiment très intéressant ce qui s'en vient pour cette équipe-là. Et malgré le fait qu'on a perdu quand même Joe Pavelski, qui avait une soixantaine de points l'année passée, 64 points en 75 matchs, on a peut-être la possibilité, là. Honnêtement, les progressions ont été vraiment... il y en a deux là-dedans. Je pense que c'est Meier et... c'est-tu Hertel, le deuxième? Assurément, Timo Meier, il a pratiquement doublé ses points. Thomas Hertel, en 2017-2018, avait fait 46 points
L'année passée, 74. Pas mauvais comme amélioration. Timo Meier, en 2017-2018, avait fait 36 points. L'année passée, 66 points. Alors, des très, très belles augmentations pour ces deux gars-là. The future is bright for them. Une chose qui est intéressante aussi à mentionner, c'est l'utilisation de Joe Thornton, de quoi avoir l'air. Là, quand même, à 40 ans, il se fait vieux, le petit bonhomme. Puis Big Joe, 51 points, 73 matchs l'année passée. Il a joué majoritairement sur le troisième trio, ce qui fait qu'on peut s'attendre à peu près à la même chose pour l'année prochaine. Mais quand même, l'âge, elle est là. Je comprends que les Sharks, c'est pas une équipe qui est très rapide, que le style de jeu n'est pas sur la vitesse, qui est beaucoup sur le physique, but still, fac. Bref, c'est une équipe qui a quand même une belle relève intéressante, puis on a tassé les vieux graduellement, et ça, c'est quelque chose qui est voué à faire à long terme pour les Sharks de San Jose, mais là, pour l'instant, je pense qu'on a une équipe qui est quand même encore assez balancée, et c'est ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de place pour la jeunesse. Alors, au niveau des jeunes, j'aimerais ça parler de celui qui a peut-être le plus de chance, selon les sites que j'ai consultés, c'est celui qui est le plus souvent inclus dans l'alignement, donc j'aimerais ça parler du joueur de centre Dylan Gamble, 23 ans, choix de deuxième ronde en 2016. Dans le cas de Gamble, il jouait dans la Ligue américaine l'année passé, 51 matchs, 22 buts, 25 passes pour 45 points. C'est un gars qui est perçu comme étant un joueur de centre de troisième trio. C'est la raison pour laquelle souvent on le voit qui a été inclus dans l'alignement, c'est parce que ça fait partie de la profondeur de l'équipe, ça fait pas partie du top 6. Il y en a qui ont introduit des joueurs à caractère offensif dans le top 6. Moi, j'y vais pas avec ça dès cette année. Je pense pas que les Sharks vont opter pour ça, c'est mon opinion. Mais dans le cas de Gamble, je pense que ça peut être super intéressant pour les Sharks de le faire jouer à l'aile avec Joe Thornton, qui a énormément d'expérience, énormément de leadership. Et lui, c'est un gars qui peut aspirer à ce genre de poste-là, un poste de centre de troisième trio. Alors, c'est peut-être lui qui a le plus de chances de faire partie sur une base régulière de la LNH dès l'année prochaine. Dans le cas ici de Ryan Merkley, lui, c'est 19 ans, choix de première ronde en 2018. Il jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 63 matchs, 14 buts, 57 passes pour 71 points, ce qui fait de lui le deuxième meilleur défenseur en termes de points dans la Ligue de l'Ontario. Sauf qu'on a des points d'interrogation concernant Merkley. Il a été échangé là, très très tardivement la saison passée par, je crois que c'est par Guelph, par son équipe pour qui il jouait. Et c'est une équipe qui aspirait à la Coupe Mémoriale. Alors de perdre un joueur d'impact comme le deuxième meilleur défenseur en termes de points de toute la Ligue, il y a des raisons à ça. Et on pense que dans le lot des raisons, entre autres, les Sharks ont identifié des lacunes au niveau de son jeu défensif, donc dans sa zone, mais on pense qu'il y a peut-être aussi des problèmes d'attitude dans son cas. Alors là, à ce moment-là, c'est un point d'interrogation concernant l'évolution de ce jeune homme-là. Est-ce que ça pourrait être éventuellement un problème? On ne sait pas. Dans le cas d'Evander Kane, pour ceux qui s'en souviennent, là, son attitude a longtemps été un problème, puis il a l'air d'avoir trouvé sa niche à San Jose. Peut-être qu'on va être capable de dealer avec ça à San Jose. On verra bien. Par la suite, on va y aller avec l'ailier gauche Ivan Čekonović, 20 ans, choix de 7e ronde en 2017. Eux autres, là, ils ont beaucoup de choix tardifs qui se développent graduellement puis qui vont éventuellement percer la LNH. Ils ont transigé entre autres les choix qui étaient plus hauts là, pour essayer de rester compétitifs. Alors, dans le cas de Ivan Čekonović, il jouait dans la LHJMQ l'année passée, 66 matchs, 43 buts, 62 passes pour 105 points. Il a été le deuxième marqueur de la LHJMQ. Puis quand il a été rappelé dans la Ligue américaine, en fin de saison, il a été dans la Ligue américaine, incluant les matchs qu'il a joués en fin de saison régulière et en série. Il y a un total de 9 matchs joués dans la Ligue américaine, 7 points. Un ratio de points par match super intéressant. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains sites qui le mettent sur le top 6. Vous allez voir tantôt pour M. Carlson, là, pas vraiment un top 6, ce gars-là. Bon, par la suite, on va y aller avec le joueur de centre Alexander Chmelevski. En tout cas, Alexander, 20 ans, choix de 6e ronde en 2017. Dans le cas de Chmelevski, lui, c'est dans la Ligue de l'Ontario qui jouait 56 matchs, 35 buts, 40 passes pour 75 points. C'est un gars qui surtout excelle dans des situations où il est sous pression. Fait que c'est ce qui fait qu'il a performé dans les tournois, il a performé dans les coupes. C'est un gars qu'on voit comme étant fort sous la pression. Il devrait commencer à 20 ans, en fait, cette année. Ça va être sa première saison au niveau professionnel. Il devrait jouer dans la Ligue américaine. Je pense pas qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Puis tu vois, je ne l'ai même pas mis dans mes scratchs, anyways. En termes de dernier joueur espoir, j'ai un joueur de centre, Noah Gregor, 21 ans, choix de 4e ronde en 2016. Dans le cas de Gregor, lui, il jouait dans la WHL l'année passée. 63 matchs, 43 buts, 45 passes pour 88 points. Écoutez, c'est un bon marqueur puis il est bon ses mises au jeu. C'est à peu près tout ce que j'ai à mentionner. Il n'est pas perçu comme étant un super espoir pour la LNH. Donc, l'alignement, c'est un alignement qui est possible. C'est bien entendu pas l'alignement qui va être
en place pour le début de la saison, mais c'est un alignement qui est possible. Alors moi, ce que je propose, en fait, le premier ailier gauche, j'y vais avec Timo Meier. Certains, ils vont avec Evander Kane. Ça va être un choix de l'entraîneur, mais moi, je vais avec Timo Meier. 66 points en 78 matchs l'année passée. Je le fais jouer avec un joueur d'expérience en Logan Couture, 70 points en 81 matchs l'année passée. Et en un jeune aussi, Kevin Labanc, 56 points en 82 matchs l'année passée. Je trouve ça le fun d'avoir deux jeunes alliés qui produisent, qui vont jouer avec un joueur de centre d'expérience. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça comme étant ma première ligne. Par la suite, deuxième ligne, j'y vais avec Evander Kane, 56 points en 75 matchs l'année passée, que je fais jouer avec le jeune Thomas Hertel, très prometteur au niveau offensif, ce gars-là. 74 points en 77 matchs l'année passée. Et M. Carlson, c'est 16 points en 79 matchs l'année passée. La raison pour laquelle je le mets là, lui, c'est parce que les Sharks croient en son potentiel offensif. Mais tu sais, entre vous et moi, là, 16 points, ça n'a pas d'affaire dans un top 6. Là. Vraiment pas d'affaire dans un top 6. Alors là, ce que certaines personnes ont fait, parce que ces joueurs-là peuvent jouer à un autre L, ils ont mis Evander Kane plus haut, ce qui fait monter Sorensen, ce qui kick out M. Carlson, puis ce qui met Timo Meier et Labanc ici à l'aile droite. C'est une façon qu'on peut voir les choses, mais à ce moment-là, moi je pense que ça peut libérer un spot pour un joueur à caractère offensif. Et il y a même des gens qui ont été un petit peu plus téméraires puis qui ont mis Tchekovic ici. Bon, enfin bref. Par la suite, en termes de troisième ailier gauche, j'y vais avec Sorensen, 30 points en 80 matchs l'année passée. Fait que comme vous voyez, là, on a quand même une bonne ligne à gauche. Là. Timo Meier est quand même un gros bonhomme. Evander Kane, c'est un gars qui bave. Sorensen joue relativement bien des deux sens. Fait, je pense que c'est assez intéressant au niveau de l'aile gauche. Au niveau des centres, c'est super intéressant. Avec Joe Thornton, s'il réussit à garder la forme, 51 points en 73 matchs l'année passée, même s'il ne fait pas 51 points, c'est pas grave. Il va amener beaucoup de leadership. Puis moi, je le fais jouer avec Gamble. 0 points, en 8 matchs l'année passée pour Gamble. Mais Gamble a passé le plus gros de sa saison dans la Ligue américaine où il y avait 45 points en 51 matchs. Puis vu qu'il peut apprendre beaucoup de Big Joe pour le genre de rôle que Big Joe va jouer cette année, je pense qu'au niveau apprentissage, ce serait le meilleur choix. Puis éventuellement, peut-être même le faire jouer un petit peu au centre à certaines occasions. Ça pourrait être intéressant. Par la suite, en termes de quatrième ailier gauche, j'y vais avec Radil, 11 points en 36 matchs, rien d'exceptionnel. Somela au centre, 8 points en 27 matchs, rien d'exceptionnel. Et l'acquisition de Bedzinski, qui lui a 13 points en 13 matchs l'année passée. C'est pas une quatrième ligne que je trouve vraiment très étincelante. C'est pas une quatrième ligne non plus que je connais comme étant très physique. Mais les Sharks, c'est pas une équipe que je suis énormément. Fait que j'y connais un peu moins les joueurs de profondeur. En termes de scratch, j'y vais avec True, Goodroll et Chekonovic. Maintenant, au niveau de la défense, c'est là où on est solide avec les Sharks de San Jose. Marc-Édouard Vlasic, premier défenseur gauche, 25 points en 72 matchs, un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Petite régression au niveau de ses statistiques, ceci étant dit, dans le début de la trentaine, je pense qu'il peut encore faire des saisons d'un petit peu plus que 25 points. Là. Puis c'est un gars qui joue bien défensivement. Puis t'as pas le choix quand tu joues avec Brad Burns, parce que Brad Burns, il est tout le temps en attaque. Brad Burns, l'année passée, 83 points en 82 matchs, excellent au niveau offensif, encore une fois, un gars qui a une forte présence physique. Il est bien quand même aussi défensivement, honnêtement, il est pas con défensivement. C'est une lacune qu'Eric Carlson a. Fait que deuxième défenseur droit, Eric Carlson, 45 points en 53 matchs l'année passée. Outre le fait qu'il est blessé, c'est un gars qui fait souvent des erreurs défensives. Fait que oui, il est très bon pour ce qui est de la relance, il est très bon au niveau offensif, il est bon pour l'avantage numérique, mais c'est un problème que je vois en Eric Carlson, c'est son jeu défensif, que Brad Burns, je trouve un peu moins pire à ce niveau-là. Et on va faire jouer Carlson avec Dylan, 22 points en 82 matchs l'année passée. C'est un homme de confiance pour les Sharks de San Jose et Peter DeBoer. Alors, il devrait théoriquement être dans le top 4. Par la suite, au niveau de ma troisième page, j'y vais avec Simek, 9 points en 41 matchs l'année passée, et Id, qui est un petit peu plus jeune, 13 points en 37 matchs. C'est une troisième paire qui a l'air de ça. En termes de cote, on y va avec Son, Prout qu'on a acquis pendant la saison morte, et Middleton qui est un petit peu plus jeune. Fait que bref, de manière générale, on a un excellent top 4 pour ce qui est des défenseurs. Je pense qu'on a un top 6 qui peut avoir du sens si on enlève Carlson. On a un très bon top 6, mais tu sais, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de 50 points. Là, quand ta ligne de centre a 70, 74, 51, tu as quand même une très bonne ligne de centre, donc tu pars avec quelque chose de super intéressant. Au niveau des gardiens de but, c'est là qu'on a une immense faiblesse au niveau des Sharks de San Jose. L'année passée, Martin Jones, ça a été une saison bien ordinaire. 62 matchs, 2.94, 896. Alors c'est un gars qui n'a pas aidé à la statistique défensive ici, c'est sûr et certain. Dell n'a pas été vierge nue, là, franchement. Dell, son auxiliaire, 25 matchs l'année passée, 3.17 de moyenne, 886.
Ça a été dur pour les gardiens de but, mais les quelques matchs que j'ai vus, c'est que les Sharks jouent un jeu qui est très ouvert, ce qui fait que souvent le gardien de but est un peu mal pris. Mais encore là, j'ai vu des buts faibles là, qui ont été accordés par Jones pendant l'année passée. Et le troisième gardien de but, c'est un gars qui est déjà connu avec les Sharks de San Jose, Bibo, qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. 35 matchs dans la Ligue américaine, 2,89, 904. Il ne devrait pas être appelé, sauf si blessure il y a. Alors, c'est l'overview pour ce qui est des Sharks de San Jose. Alors, même si j'y vois quand même certaines faiblesses, puis franchement, la perte de Pavelski peut faire très peur. Il reste que les jeunes qui ont à peu près 25 ans ou moins, là, ils ont réussi à sortir fort l'année passée. Ils ont été très inspirants. Logan Couture en playoff, là, ça a été magique de le voir aller. Bref, moi je pense que les Sharks, c'est une équipe qu'on n'a pas le droit de miser contre eux en saison régulière. Aussi simple que ça. Alors d'après moi, si j'ai à prévoir quelle position que les Sharks vont terminer, ils devraient retourner encore une fois en séries éliminatoires. Je vous dis pas où ils vont aller en série. Mais je vous dis qu'ils vont en série par contre. Et au niveau de la division Pacifique est vraiment pas la plus dure à jouer. Là. Tu regardes des équipes dans la division Pacifique, t'as pas 20 forces là-dedans. Là. Fait que les Sharks de San Jose, d'après moi, devraient être dans le top 3 encore une fois l'année prochaine de la division Pacifique. Alors j'y vais avec position 1, 2, 3 pour les Sharks l'année prochaine. Selon l'indice des Hockey Guy, il croit que les Sharks de San Jose devraient terminer entre la 2e et la 4e position l'année prochaine dans la division Pacifique. Je suis un petit peu plus optimiste que lui. Alors quelle est votre opinion à vous sur les Sharks de San Jose? À quelle position vous pensez qu'ils vont terminer? Est-ce qu'il y a des joueurs d'après vous qui vont se démarquer largement ou qui sont des joueurs à suivre? On va dire ça de même. Des joueurs à suivre pour l'année prochaine. Moi quand je regarde le line-up, c'est des gars qu'on connaît. Tout simplement. Fait que, il y a de la progression qui a été super intéressante en Maillard et RTL, puis le Bank. Fait que ce que je vais vous répondre, c'est peut-être que ces trois gars-là vont être encore à suivre pour voir si leur progression va encore continuer ou s'ils vont plafonner. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, parce que c'est une équipe qu'on connaît pas mal déjà, tous les joueurs, donc je pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises dans cette équipe-là, à part si on a un Tchekanovic qui vient buster la place de Carlson. Mais à ce moment-là, c'est un gars très offensif. Ça serait super intéressant de le voir jouer avec RTL et Kane. Mais bon, on va dire que Tchekanovic, ça va être mon peut-être à suivre. Là. Pas complètement à suivre, mais peut-être à suivre. Puis les joueurs à risque, je pense pas qu'ils vont se débarrasser de Martin Jones parce qu'ils n'ont pas vraiment de relève au niveau des gardiens de but ni dans la Ligue américaine. Mais pour moi, c'est une grosse faiblesse, là, Martin Jones. Hein. Puis Joe Thornton, s'il n'est pas en forme, son inspiration va peut-être être là, mais je suis pas sûr qu'on va le faire jouer toute la saison. En tout cas, bref, anyways, donc c'est mes opinions. Quelle est votre opinion à vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime. Également, je vous invite à la partager pour qu'on jase de hockey avec le plus de monde possible. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour savoir quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Parce que la liste des previews n'est pas encore terminée, mais elle tire à sa fin. Alors, je vais vous donner rendez-vous sur la prochaine vidéo pour un preview LNH 2019-2020. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.